et on me fait le top. Bonsoir mesdames, messieurs, ravi de vous retrouver pour cette 4e édition du Monde Nouveau, notre forum de la transition environnementale et sociétale, ici au Planète Océan à Montpellier, dans un lieu magique et tout à fait indiqué pour accueillir cette nouvelle édition. Pour donner le coup d'envoi de cette nouvelle édition, j'accueille sur scène Marie-France Marchand-Bailey, vice-présidente du groupe La Dépêche du Midi et initiatrice du forum Le Monde Nouveau. Monsieur le préfet de région, Madame la vice-présidente de la région Occitanie, chère Agnès, Monsieur le maire et président de la métropole, cher Michael, Mesdames et Messieurs les élus, Mesdames et Messieurs les représentants des entreprises et des institutions partenaires, Mesdames et Messieurs les représentants des associations, Mesdames, Messieurs, chers amis. 4 ans après la première édition, nous voilà toutes et tous à nouveau réunis, je dirais même unis, avec une même détermination, une même conviction. Agir pour un monde nouveau et la volonté de le rendre meilleur. Pas un jour, une semaine où la presse écrite ne fasse sa une, les radios et télés l'ouverture de leurs journaux sur des catastrophes écologiques. Des villages dévastés, encore il y a 48 heures en Libye, des milliers de morts, 10 000 disparus, et plus près de nous dans les Pyrénées-Orientales mardi soir, inondations, tempêtes, cyclones, incendies, des habitants hagards, choqués, traumatisés. Ces images cauchemardesques tournent en boucle sur les écrans, nous hantent, nous interpellent, comme à chaque fois, et nous semblons impuissants. Que dire de l'été que nous venons de vivre, l'été de tous les records absolus de température battus? Que ce soit au Japon, aux États-Unis, au Canada ou en Europe, de nombreux pays ont été confrontés à des températures extrêmes, 54 degrés en juillet dernier dans la vallée de la Mort en Californie. Le dôme de chaleur qu'a connu le Canada a entraîné plus de 15 millions d'hectares ravagés par les incendies. Le feu a anéanti une superficie équivalente à celle de la Grèce. C'est apocalyptique. Et tous les foyers à ce jour ne sont pas circonscrits encore. La France n'a pas été épargnée par cette vague historique. Du nord au sud, de l'est à l'ouest, les Français ont suffoqué, plus de 40 degrés par endroit. Dans les Alpes, dans les Pyrénées, des records battus là aussi. Et n'omettons pas les canicules marines, cette face cachée du réchauffement qui entraîne des impacts forts sur la biodiversité, particulièrement en Méditerranée. Contrairement aux propos tenus sur France Inter le 15 juillet dernier par le ministre de l'Agriculture, ces températures n'ont pas été normales pour un été. Marc Fesneau a soulevé l'indignation et la colère des scientifiques, à l'instar de Valérie Masson-Delmotte qui lui a répondu via les réseaux sociaux. La paléoclimatologue, membre du groupe 1 du GIEC, dont elle fut présidente, et membre du Haut Conseil pour le climat, nous fait l'honneur de participer cette année au forum ce samedi. Elle viendra nous alerter sur l'urgence à agir. C'est la raison pour laquelle, nous ne le répéterons jamais assez, nous devons agir ensemble, main dans la main, et ne pas rester spectateurs passifs. Fidèles à notre mission depuis 4 ans, nous vous proposons durant ces 3 jours, ici à Planète Océan, de remettre l'ouvrage sur le métier. Les équipes de Midi Events, avec la participation active de Lou Garcia, jeune montpelliéraine, engagée, vous ont concocté pour cette nouvelle édition un programme certes ambitieux, mais surtout proche de nos préoccupations environnementales, et je tiens à les remercier sincèrement pour leur investissement dans ce vaste projet. J'en profite pour remercier également nos partenaires, certains fidèles depuis la première édition, et saluer la présence de nombreuses associations qui œuvrent au quotidien. Merci également à nos partenaires médias, plus nombreux chaque année. Merci enfin aux responsables de ce nouveau lieu, Planète Océan, choisi cette année pour être au plus près de la population.
Il y a 2 siècles, le visionnaire Victor Hugo écrivait « C'est une triste chose de penser que la nature parle et que le genre humain ne l'écoute pas. » Il y a 2 mois, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, constatant que tous les records de chaleur étaient explosés, déclarait « Pour la planète entière, c'est un désastre. Le changement de climat est là. C'est terrifiant et c'est juste le commencement. La chaleur est insupportable. Le niveau des profits provenant des énergies fossiles et de l'inaction climatique est inacceptable. Plus d'excuses, plus d'attendre que d'autres agissent d'abord. L'accélération des températures exige l'accélération de l'action. » Et Guterres de conclure en dressant la liste précise des actions urgentes indispensables: réduction des émissions de gaz à effet de serre, développement des énergies renouvelables, adaptation et financement massif conformément à l'accord de Paris, signé par tous les pays du monde en 2015 lors de la COP21. Tout est dit. Alors pourquoi les actions nécessaires aussi clairement identifiées ne sont pas ou pas assez mises en œuvre? Que faire et comment faire pour y parvenir? C'est le but de ces journées d'y réfléchir ensemble, d'avancer concrètement dans cette direction, de montrer un chemin, des chemins, une volonté, des volontés. Nous constatons chaque jour les effets délétères du dérèglement du climat et le problème plus global de l'activité humaine. Vulnérabilité des écosystèmes et des populations, érosion de la biodiversité, pollution plastique, accès à l'eau et à l'alimentation. 68% des nappes phréatiques françaises sont toujours sous les normales. 189 communes n'ont pas en ce moment d'eau au robinet, ai-je entendu ce matin du ministre de l'Environnement. Désertification des sols, augmentation des maladies vectorielles transmises par les moustiques, mortalité liée aux vagues de chaleur, 65 000 personnes en 2022 en Europe, etc., etc. Inquiets, les Français le sont de toute évidence. Le ministère de la Transition écologique a publié en février dernier les résultats 2022 des enquêtes sur les préoccupations environnementales de la population. 44% des personnes interrogées évoquent le réchauffement comme le problème le plus préoccupant, suivi des risques au quotidien liés à la pollution de l'air, de l'eau et aux pesticides. Des thématiques qui seront précisément abordées durant ce forum. Parmi les intervenants, la marraine de cette 4e édition, Hilda Nakabouye, jeune militante ougandaise, fondatrice de Friday for Future, le plus grand mouvement de jeunes d'Afrique. Hilda est une agricultrice engagée. L'une de ses préoccupations principales est la lutte contre le projet insensé de Total, cet oléoduc d'Afrique de l'Est entre Tanzanie et Ouganda. Infrastructure de 1500 km, extrêmement controversée, car elle menace les écosystèmes fragiles des zones qu'il traversera, mais également une part considérable des populations locales. Une aberration sur le plan environnemental et humain dont la construction a déjà été repoussée, mais reste bien à l'ordre du jour. Nous avons choisi Hilda comme marraine, car la situation en Afrique doit aussi nous préoccuper. L'action se joue sans frontières, au-delà de la politique et des différences culturelles. Une marraine est aussi un parrain. Parité. Jules Stimfling est l'un des nouveaux visages des réseaux sociaux, jeune influenceur de 25 ans, cofondateur de Le Crayon, le premier média de débat qui s'adresse directement aux jeunes issus d'horizons et d'univers différents. Il interviendra durant le forum sur la masterclass consacrée au rôle des influenceurs et vous aurez le plaisir de l'entendre tout à l'heure. Vous l'aurez compris, cette 4e édition accorde une place privilégiée à la jeunesse engagée, héritière, hélas, d'une planète moribonde. Oui, je le répète à l'envi, cette jeunesse, nous avons le devoir de l'accompagner, de l'encourager et de lui faire confiance. Mais nous ne pouvons pas lui laisser la charge des transformations indispensables. Nous devons être tous, à ses côtés, acteurs des nécessaires changements. Ce sont nos enfants. Durant ces 3 jours, vous découvrirez des ateliers, des masterclass, des tables rondes animées par des personnalités, des experts inspirants et charismatiques. Aussi, je vous invite à participer au dialogue pour demain consacré à Mobilité, sommes-nous sur la bonne voie? Selon l'ADEME, le secteur des transports en France représentait en 2022 plus de 30% des émissions totales de gaz à effet de serre. Comment changer, modifier rapidement nos manières de nous déplacer?
que ce soit pour effectuer le trajet de la maison au travail ou voyager à l'autre bout de la planète. Les intervenants partageront avec vous leurs réflexions nourries sur le sujet, et nous savons tous ici combien, tant la présidente de la région Occitanie que le président de Montpellier 3e, maire de Montpellier, sont sensibilisés et proactifs dans ce domaine. Nous dialoguerons également sur la crise de l'eau, avec notamment Charlène Descolonges, hydrologue activiste. Je souhaite remercier en notre nom à tous la communauté scientifique, qui inlassablement alerte et travaille pour proposer des solutions. Souvent malmenés par les complotistes, relayés par les réseaux sociaux, les scientifiques doivent recevoir notre soutien. Ils nous alertent, mais sont aussi source d'espoir. Ce sont eux qui nous guident sur le chemin de la nécessaire sobriété et de l'innovation. Pour cette édition du Monde Nouveau, j'ai également souhaité que la Gendarmerie nationale soit présente. Sur le stand dont elle dispose, vous découvrirez l'activité des gendarmes verts, qui œuvrent à la protection du vivant et de la nature. Mais plus largement, il me paraissait nécessaire que nous tous et nos visiteurs prennent conscience de ce que nous apportent ces femmes et ces hommes dans notre quotidien, quelquefois au péril de leur vie lors des sauvetages en montagne ou en mer. C'est avec la même conviction que nous avons proposé aux pompiers d'être présents pour la seconde année. L'exposition photo de Pierre Chalier vous donnera une idée des désastres des incendies intervenus en avril dernier dans les Pyrénées-Orientales. Dans ce monde nouveau que nous appelons de nos vœux, il est utile de manifester reconnaissance et remerciement. Ce forum, avec l'ensemble des éditeurs du groupe, et plus particulièrement Midi Libre, nous le portons avec conviction. La conviction forte que c'est ensemble qu'il faut agir. Ces 3 journées sont dédiées à la mise en mouvement de l'ensemble des parties présentes. C'est une nécessité que chacun, collectivités, entreprises, citoyens, étudiants prennent sa part et contribuent à l'effort pour nous diriger vers un modèle de transition juste et solidaire. Des actions de tous les jours jusqu'à des projets d'ampleur d'évolution de modèles économiques et d'aménagement des territoires. À la fin de cette année aura lieu la COP28 à Dubaï. Son président est le sultan Al-Jaber, par ailleurs président de la Compagnie pétrolière nationale des Émirats arabes unis. Ne faisons pas de procès d'intention, nous jugerons sur pièce. Oui ou non, y aura-t-il des engagements précis et contrôlés sur la réduction des émissions de tous les gaz à effet de serre, y compris charbon et pétrole? Oui ou non, les 100 milliards de dollars annuels promis par les pays riches envers les plus pauvres pour 2020 seront enfin là? Oui ou non, le fonds pour les pertes et dommages, en particulier pour l'Afrique, sera-t-il opérationnel? Oui ou non, l'engagement de ne pas dépasser 1,5 degré sera-t-il réaffirmé de façon crédible, car le comment est aussi important que le combien? La planification écologique est une bonne idée, si toutefois elle entre réellement dans les faits. Je relève cependant avec une certaine surprise que l'initiative politique d'ampleur organisée en début de ce mois au plus haut niveau pour aborder les principaux problèmes du pays n'a pas jugé utile de traiter les questions environnementales. Et que le G20 qui vient de se terminer a encore une fois rendu une copie à minima sur les enjeux environnementaux. Souvenons-nous des mots du secrétaire général de l'ONU. L'accélération des températures exige l'accélération de l'action. Pour conclure, puisque nous sommes à quelques mois de l'ouverture des Jeux de Paris, je me permets d'emprunter cette citation au baron Pierre de Coubertin, fondateur des Jeux olympiques modernes, qui illustre parfaitement l'état d'esprit de tous les acteurs de notre forum. Chaque difficulté rencontrée doit être l'occasion d'un nouveau progrès. Gardons l'espoir et agissons. Je vous remercie. Merci beaucoup Marie-France Marchand-Bailey pour cette intervention engagée et engageante autour des thèmes qui seront abordés pendant ces 3 jours. Vous l'avez rappelé, 5 dialogues pour demain autour de plusieurs thématiques: l'économie et le financement, les mobilités, l'éducation et la formation, l'eau, l'alimentation et l'agriculture, 10 pitch solutions, 7 masterclass.
2 soirées, 2 nocturnes avec une soirée projection, une soirée thématique, sans compter les ateliers, le village des associations que je vous conseille à l'extérieur, puis sans oublier cette journée dédiée à la santé avec vous, Marc Ichou, directeur général de l'ICM, qui s'est tenue tout près d'ici et qui a été fort intéressante autour évidemment des enjeux de prévention. Dans cette édition, 4e édition du Monde Nouveau, il y a une marraine, vous l'avez rappelé, Marie-France Marchand-Bailey, Hilda Flavia Nakabouye, militante ougandaise pour les droits climatiques et environnementaux. Elle est avec nous au travers de cette vidéo. Elle va délivrer, elle aussi, un message majeur. In a world teetering on the brink of environmental challenges and social disparities, the power of action becomes a beacon of hope and transformation. As we gather here, the urgent need for change resonates across the globe. The time for mere words and intentions is over. It's time for a transformative action. My name is Hilda Flavia Nakabouye. I'm a climate and environmental justice activist from Uganda. Our planet is at a crossroads, facing unprecedented ecological challenges. Climate change threatens our very existence. Biodiversity loss looms large, and natural resources are depleting rapidly. Simultaneously, social disparities persist, denying millions access to basic rights and opportunities. Ecosystems are strained and vulnerable communities bear the brunt of inequality. My continent, Africa, with its rich tapestry of cultures, landscapes, and resources, has been a cradle of human civilization and a reservoir of biodiversity. Yet, it has also faced significant challenges from environmental degradation to social inequalities. I am a victim of a climate crisis from a region that has been severely affected. My country, Uganda, is yet to build its first ever crude oil pipeline, the East African Crude Oil Pipeline, a 1,443 kilometers long pipeline. It will be the world's largest heated crude oil pipeline. Thanks to Total Energies, the EACOP is a climate bomb. While developed countries like France are turning to renewable energy, poor countries like mine, with the help of corporations from developed countries, are forced to see a future in fossil fuels that does not exist. 400 villages displaced, 100,000 people affected, 200 rivers affected, and not to mention biodiversity and national game parks stormed. 32 million metric tons of carbon from the EACOP a year. 71% of global emissions from the world's 1%. More than 100 deaths every year because of fossil fuels. Systematic damage. This might seem like numbers to you, but it's life to us. Amidst these pressing concerns lies a glimmer of hope, the power of action. We find inspiration in the strides being taken towards a more sustainable and just future. Together we can steer the course towards a sustainable future for our planet and its inhabitants. Each one of us holds a potential to become an agent of change, to lead by example and inspire others to follow suit. The transition we seek demands an unwavering commitment to conservation and preservation. Let us protect our natural treasures, from the vast forests to the delicate coral reefs, ensuring that they thrive for generations to come. It is time to embrace renewable energy sources, minimizing our carbon footprint and mitigating the effects of climate change. Simultaneously, society transition demands a commitment to inclusivity and empowerment. We must address systematic inequalities. Equity and inclusivity must become our guiding principles. Actions mean breaking down barriers that have hindered progress for marginalized groups. It entails investing in education, healthcare, social infrastructure to ensure that no one is left behind. Social equity, inclusivity, and empowering women and youth are integral to sustainable development. It involves amplifying our voices that have been long silenced and fostering a culture where diversity is celebrated and cherished. But action cannot be confined within national borders. The ecological and society transition is a collective endeavor. We must collaborate across boundaries
transcending political, culture, and economic differences. Let us not underestimate the impact of even the smallest action. Every effort, no matter how modest, contributes to the collective force of transformation. Together we can create a global movement that transcends borders, unites hearts, and unleashes the true potential of humanity. Let us hold governments, corporations, and institutions accountable for their actions. Let us demand transparency and advocate for policies that prioritize sustainability and social progress. Understanding the impact of our choices on the environment and society empowers us to make conscious decisions that promote sustainability. As consumers, we possess immense power. Let us use it to support companies that align with our values and hold those that harm the environment and exploit societies responsible. In closing, I challenge each one of us to reflect on the actions we can undertake in our respective spheres. Let us harness the power of innovation and determination to forge a world where ecological sustainability and society equity are not mere aspirations, but the very fabric of our existence. Let us be the architects of a brighter future, leaving a legacy of positive change for generations to come. With action as our compass, we can navigate the complexities of our time and illuminate a path towards a truly sustainable and equitable world. Let us rise above our differences and embrace our shared responsibilities as stewards of the earth. Our legacy will not be measured solely by the speeches we give, but by the actions we take today, tomorrow, and in the days to come. Thank you. C'était Hilda Flavia Nakabouye, militante ougandaise pour les droits climatiques et environnementaux. On l'a dit, le Monde Nouveau, c'est une marraine, c'est aussi un parrain que je vais accueillir dans quelques instants. Jules Stimfling, entrepreneur et créateur de contenu, cofondateur du premier média de débat des jeunes, Le Crayon. On l'accueille, s'il vous plaît. En m'imaginant face à vous sur cette estrade, mesdames et messieurs, j'ai ressenti d'abord ce fameux syndrome de l'imposteur. Quoi, moi, jeune homme plus strasbourgeois que montpelliérain, on m'écouterait juste après Hilda Nakabouye, légitimement célébrée pour sa lutte de terrain au péril de sa vie. Moi, Jules, pas encore parent, et déjà parrain. Et puis j'ai compris. Loin d'y être un frein, mon jeune âge favorise ma présence ici. Stefan Zweig ouvrait Le Monde d'hier, son autobiographie, par le récit de ses jeunes années à Vienne. À la fin du XIXe siècle, la parole est l'apanage des hommes d'âge mûr. Alors, délibérément, on se vieillit. C'était une autre époque. Au début du XXIe siècle, la parole est à qui la prend. C'est le monde nouveau. Des réseaux sociaux émergent de nouveaux leaders d'opinion, plus divers, souvent plus jeunes. Depuis 3 ans, nous nous attachons à valoriser leurs paroles sur le média que j'ai cofondé, Le Crayon. Aujourd'hui, c'est moi qui en bénéficie. Mais de cette jeunesse, en réalité, peu importe. Rien ne sert d'antagoniser les générations, de convier les égaux au bal déjà trop plein. Nous sommes des citoyens faisant face aux mêmes problèmes. À mon sens, l'opposition ne réside pas plus entre les générations qu'elle ne réside entre ceux qui voient que la crise écologique est l'enjeu du siècle et ceux qui ne l'ont pas encore réalisé. Non, ces derniers seront bientôt dépassés par les événements. La vraie frontière, la voici. Elle distingue d'une part ceux qui réalisent avec lucidité ce qu'implique comme changement profond et urgent la crise écologique, et d'autre part ceux qui voient l'enjeu de notre siècle avec des yeux d'Oedipe, à la recherche de faux coupables et de fausses solutions, frappés de cécité. Le monde nouveau et le monde ancien. Dans l'un des plus beaux livres qui soit, en tout cas l'un de mes préférés, le livre de ma mère, Albert Cohen harangue les fils et filles qui sont aveugles aussi. On n'a pas conscience de l'unité de sa mère.
de l'unicité de sa mère. À sa disparition, alors, on ne pourra que se lamenter, nous les fous sitôt punis. Ça nous concerne aussi. L'humanité n'a qu'une seule mère, la planète Terre. Pourquoi ne prenons-nous pas la mesure de ce que cela signifie? Trop compliqué, pas ma priorité. Et les Chinois, et les Américains alors? La dilution de responsabilité n'est pas fausse argumentativement, mais elle est erronée en tant que discours qui retarde l'action climatique, erronée politiquement, éthiquement, poétiquement. On peut toujours puiser dans le cynisme, le déni ou la veulerie pour ne pas voir l'éléphant au milieu de la pièce. Face au cynisme de ceux qui moquent de supposées utopies d'écolos, j'affirmerai que le réalisme ne consiste pas à espérer le secours de technologies chimériques. Face au déni, j'admirerais le courage de Raphaël Glucksmann qui nous pousse, comme l'Union européenne face aux autocrates, à ne plus esquiver l'adversité, mais à l'affronter, à substituer la bravoure à la veulerie. Face à la veulerie, à la lâcheté, j'exhorterais ceux qui se disent résignés, je suis trop vieux pour changer, à entendre les mots que Stéphane Hessel lançait encore à l'âge de 92 ans, nous tensant, vous et moi, de cette formule aussi simple qu'elle est éloquente, indignez-vous. Et en effet, une colère sourde, un ras-le-bol qui prône le soulèvement. Des paléoclimatologues sont prêts de jeter l'éponge. Des scientifiques se collent les mains à l'asphalte, lassés de s'époumoner en vain. Certains Mont-Thomas braillent depuis le perchoir aussi fort qu'ils le peuvent, avec le peu d'énergie qui leur reste, pour alerter sur la déforestation ou l'effondrement de la biodiversité. Cette colère, sachons la lire. Nous sommes entrés dans une nouvelle ère. Une ère dans laquelle la transparence est de mise, et le blabla inaudible. Une ère où l'action n'est plus un choix, mais un impératif. Une ère où une foule s'élève, qui préfère plutôt couler en beauté que flotter sans grâce. Dans cette ère, il est l'heure. L'heure de cesser de nous saborder. L'heure de changer de cap, à défaut de pouvoir changer de bateau. Chers décideurs, chers tous, il est l'heure du monde nouveau. Agissons. Beaucoup, Jules, pour votre intervention. Je vais accueillir beaucoup d'intervenants autour de moi qui vont aussi rappeler leur engagement pour le monde nouveau, pour la planète, pour l'environnement et pour leur territoire. J'accueille tout de suite Agnès Langevin, vice-présidente de la région Occitanie, en charge du climat, du pacte vert et de l'habitat durable. Je vous propose de me rejoindre. Merci d'être à nos côtés aujourd'hui pour cette 4e édition du Monde Nouveau. Alors on le disait, agir, c'est agir maintenant pour le monde de demain, notamment en termes de prévention, de santé, d'écosystèmes, comme par exemple la protection des forêts, mais aussi pour la réindustrialisation. 2 points majeurs sur lesquels la région est très active. Est-ce que vous pouvez nous préciser la teneur de ces actions ? Bonsoir à toutes et tous. Et voilà, on va redescendre un peu après les 3 prises de parole qui nous ont entraînés vraiment à la fois dans la conviction, l'engagement. Et là, on va évidemment revenir à des leviers de transformation que portent les politiques et les politiques publiques. Donc, pour ce qui concerne la région Occitanie, l'ambition tracée par sa présidente, Carole Delga, prend ce terme de pacte vert. Alors un pacte parce que c'est un contrat, mais c'est également finalement décloisonner et faire de ces objectifs à la fois de baisse drastique des émissions de gaz à effet de serre, d'enrayement de cet effondrement de la biodiversité, de faire en sorte, et c'était très prégnant dans les témoignages, que justice climatique et réduction des inégalités, évidemment, se croisent et répondent à des besoins, parfois à des craintes, à des anxiétés légitimes donc de nos populations. Et donc ce pacte vert, c'est une série de visions déjà,
parle de planification, de cap, mais aussi de dispositifs très concrets qui visent à mettre en cohérence la politique d'aménagement du territoire, de développement économique, de tourisme, et pas rester sur ce segment d'être vertueux en matière énergétique ou de biodiversité, mais que toutes les politiques prennent en compte ces impératifs. Alors c'est pas facile parce que on est dans quelque chose parfois dit en silo. C'est pas facile aussi parce qu'on a des intérêts divergents, on a des temporalités différentes, et parce que on a une culture de l'administration qui n'est pas toujours outillée, formée pour travailler cette fameuse transversalité. On a des contraintes budgétaires, d'où aussi la nécessité de bien orienter l'ensemble des financements, j'insiste, l'ensemble des financements vers des projets qui nous tournent bien sûr sur l'avenir, mais aussi ce que nous pouvons faire en toute responsabilité pour préserver l'habitabilité de la planète. Et je crois que dans ces politiques publiques où on a, alors je me tourne vers Michael, où on a plutôt tendance à historiquement à penser l'infrastructure. Alors certaines sont vertueuses quand elles sont adaptées, notamment en termes de mobilité, mais il y a des infrastructures, il y a des projets qui aujourd'hui finalement ont un impact qui sont négatifs, qui sont défavorables sur la biodiversité et donc le climat et aussi sur la vie des gens. Et je pense que maintenant, les élus, les décideurs, publics ou privés, doivent aussi penser une autre question, qui est celle du renoncement. Et c'est quelque chose qui doit baigner dans notre culture politique, de pouvoir se dire, on stoppe, on suspend, et on se remet au goût du jour, au goût des aspirations, pour voir si ces projets sont bien compatibles et vont dans le bon sens. On l'a vu pour cette 4e édition du Monde Nouveau, la jeunesse est au cœur des actions, des ateliers qui vont être conduits pendant ces 3 jours. La région évidemment porte un regard très attentif sur cette jeunesse ici sur le territoire. Quelles actions concrètes sont conduites par exemple dans le cadre de ce pacte vert? Alors dans le cadre de ce pacte vert, bien sûr, c'est toute la politique qui rejoint celle de ce territoire, donc pour favoriser la mobilité des jeunes avec de la gratuité, des politiques tarifaires, des conditions de circulation pour les jeunes. Ça, c'est très, très important pour réduire les gaz à effet de serre, mais aussi pour faire en sorte que les jeunes bougent, s'émancipent, rencontrent, se parlent, militent aussi, se fédèrent. Et puis, on a des mesures peut-être moins visibles, mais pour autant tout importantes, tout aussi importante, c'est le revenu écologique jeune. C'est un revenu qui permet à des jeunes qui ont des profils très différents. Ça peut être des décrocheurs, mais ça peut être un diplômé, licence, master, qui veut bifurquer, comme on dit aujourd'hui, qui veut réinterroger, donner du sens à son parcours. Et donc, on va faire en sorte que ce jeune puisse, avec un revenu d'un montant de 1 000 €, en complément de toutes les aides qu'il peut percevoir, puisse se consacrer à un parcours tourné vers la transformation écologique et se consacrer sans devoir stopper parce qu'il faut faire un petit boulot pour se nourrir, pour se loger, se soigner aussi. Et donc c'est un revenu, j'en fais la promotion ici, donc qui s'adresse à des jeunes qui veulent croiser leur engagement et une formation qui va donner lieu à une activité, que ce soit sur l'agriculture, l'éco-construction, les mobilités, bref, un projet de transition et de transformation. Toute dernière question sur le littoral méditerranéen, puisque vous êtes la présidente du Conservatoire du littoral. Nos scientifiques sont au chevet de cette Méditerranée, de ce littoral que nous aimons tous ici. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Quelles actions, là aussi, c'est important, on va en parler pendant 3 jours au travers de nos ateliers, sont conduites par la région? Oui, là je me tourne vers Catherine, évidemment, qui nous alerte, et moi je rejoins vos mots, Marie-France, sur vraiment l'hommage que j'adresse aux scientifiques qui sont quand même à la fois peu écoutés et parfois même agressés, notamment sur les réseaux. Donc cette région méditerranéenne, elle est, et ça c'est quelque chose qu'on n'a pas forcément en tête, c'est la région au monde qui se réchauffe et qui se réchauffe le plus vite.
avec donc des impacts que vous avez évoqués d'incendie, inondation, donc submersion, etc. Et donc le rôle du Conservatoire du littoral, avec un puissant levier qui est l'acquisition foncière, rend des sites, des terrains inaliénables, avec des projets de gestion qui peuvent aller de la protection, bien sûr, c'est le socle de la biodiversité des milieux, mais aussi des projets de valorisation touristique, mais toujours dans une conciliation de protection et parfois de protection forte. Donc cet enjeu littoral, au regard aussi de son attractivité en termes de démographie, la majorité de la population vit en littoral, donc c'est de pouvoir travailler, innover, expérimenter des solutions dites souples pour pouvoir collectivement, et c'est pas facile, repenser aussi comment on vit sur le littoral. Merci beaucoup Agnès Langevin, on vous applaudit. Merci. Vice-présidente de la région Occitanie, en charge du climat, du pacte vert et de l'habitat durable. Merci d'être là. On parlait évidemment de la jeunesse et on parle de la jeunesse depuis le début de ce coup d'envoi et le fil rouge de la jeunesse, c'est aussi l'éducation. On en parle beaucoup au travers de ces éditions. Je voudrais saluer la présence de Sophie Béjean, notre rectrice qui nous accompagne tout au long de ce monde nouveau, 4e édition, mais depuis le début aussi, et toutes les actions qui sont conduites, on l'a vu, au village des associations, par des établissements scolaires, sont très importantes sur le terrain. Je vais accueillir à présent un autre acteur de ce monde nouveau, Christophe Morgot, vice-président du conseil départemental de l'Hérault, en charge de l'environnement, qu'on applaudit. Prenez un micro. Bonsoir, bonsoir. Christophe Morgot, je disais vice-président du conseil départemental de l'Hérault en charge de l'environnement. Depuis 20 ans, ce conseil départemental s'engage pour la préservation de l'environnement et des activités économiques qui s'y rattachent. Un territoire, on le sait, qui ne cesse de chercher à allier protection des écosystèmes et attractivité. Je pense à l'agriculture, au tourisme. Alors agir, c'est finalement ne jamais cesser d'agir, hein. C'est un peu le leitmotiv du président du département et de vous-même. C'est exact, bonsoir à toutes et à tous. Alors c'est vrai que ça fait plus de 20 ans, hein. C'était au début des années 80. Nos collègues élus, les conseillers généraux de l'époque, s'est emparé d'une loi, c'était le droit de préemption sur les zones naturelles et terres agricoles. Et au fil des ans, c'est 9500 hectares qui ont été acquis par le département. C'est des terrains avec des enjeux écologiques essentiellement. Ça peut être des forêts, ça peut être des zones humides, ça peut être des bords de rivières. Je prends l'exemple du Ravin des Arcs, c'est 400 hectares qui ont été acquis il y a peu de temps pour protéger une espèce qui est en très mauvais état de conservation, c'est l'aigle de Bonelli. Oui. Ça peut être aussi des bords de rivière pour protéger la ripisylve. Donc aujourd'hui, c'est 9500 hectares de terres protégées. Alors au départ, c'était pour éviter l'urbanisation, mais on s'aperçoit qu'il y a ces poumons verts à proximité des grandes villes, je pense notamment à Roussière, et ça permet aussi aux citadins de venir se promener et découvrir la nature. Alors 20 ans d'action, de priorité, d'engagement. L'engagement fort du conseil départemental de l'Hérault en 2023, ce sont les économies d'eau. Comment ce conseil départemental accompagne les acteurs du territoire sur cette question-là, qui, on l'a vu au cours de l'été, mais pas seulement, extrêmement importante? Alors, inquiet depuis, on a une sécheresse depuis 2018, hein, donc c'est un manque d'eau prégnant et on est encore inquiet parce qu'il a fallu qu'on alimente en eau certaines communes dans le département qui sont toujours en rupture totale. Et c'est les moyens opérationnels de l'Hérault qui amènent cette eau potable pour permettre à la population de boire une eau de qualité. Alors on a la chance d'avoir un service d'hydrogéologue au département, c'est le seul département à disposer de ce service pour accompagner les communes pour rechercher de l'eau potable de qualité. Mais c'est vraiment très compliqué en ce moment. Heureusement qu'on a des retenues d'eau importantes, je pense notamment au Salagou avec ses 102 millions de mètres cubes d'eau pour les besoins agricoles, mais également pour alimenter depuis le mois de juillet le fleuve Hérault et prélever l'eau potable pour une partie de la population de l'Hérault. On le voit bien tout au long de ces interventions depuis une trentaine de minutes, il faut mobiliser, il faut encourager les habitants, les citoyens. Je voudrais que vous puissiez nous dire comment vous faites, par quelle initiative on peut encourager les citoyens. On le disait, l'action individuelle permet d'alimenter l'action collective. Comment faites-vous? On a tant mieux de moins en moins de climato-sceptiques. Et moi, il y a des chiffres, si vous permettez, des chiffres et des dates qui m'interpellent. Hein. La première, c'était en 2019, c'est très récent, avec
46 degrés à Valère, un record de température. Absolument. Et l'année d'après, c'était le 19 septembre 2020, à 70 km de Montpellier, dans la partie haute du bassin versant du fleuve Hérault, à Vallerogue. 300 mm en 3 heures, 900 mm en 10 heures. Donc c'est des records de précipitations jamais enregistrés. Donc c'est des dates, des chiffres qui interpellent. Alors moi je suis inquiet parce qu'on est de plus en plus nombreux sur Terre. On consomme de plus en plus et on vit de plus en plus vieux. Donc il faut, je pense, nous on a un rôle déterminant, élus, mais également vous, en tant que journalistes, médias, informer les populations, informer les citoyens de ce qu'ils doivent faire ou ne pas faire. Mais aujourd'hui, l'information est faussée malheureusement. Il faut que le citoyen s'empare de ce sujet, sachant que les élus, alors peut-être pas nous à l'échelle de la région, du département, mais en haut lieu, s'emparent de ce sujet important. Mais malheureusement, le politique il veut un résultat immédiat. Et avec l'environnement, ce résultat, on ne l'aura pas. Par contre, on n'a pas droit, on n'a pas de coup d'essai. Il faut qu'on y aille tous ensemble. Et j'espère que les citoyens vont réagir très rapidement. En mobilisation totale. Merci beaucoup Christophe Morgault, vice-président du conseil départemental de l'Hérault, en charge de l'environnement. Christophe Morgault a raison, c'est le rôle de chacun, c'est le rôle des médias. Je voudrais saluer la présence de Jean-Benoît Baillet, directeur général du groupe Midi Libre, et d'Alain Botte, directeur général adjoint du groupe Midi Libre, tout comme d'ailleurs les journalistes qui sont dans la salle de Midi Libre et qui sont aussi engagés autour du monde nouveau et autour de la question environnementale. Je vais accueillir à présent Michaël Delafosse, maire de Montpellier et président de M3M. Bonsoir Michaël Delafosse. Bonsoir. Ravi de vous retrouver ce soir pour cette édition. Vous êtes un fidèle de cette édition du Monde Nouveau où l'on agit ici au Monde Nouveau, tout comme d'ailleurs au sein de Montpellier, puisque Montpellier fait partie de ces métropoles françaises et européennes qui se transforment très très vite autour de la thématique qui nous rassemble ce soir. D'abord, je suis fidèle, mais je suis surtout très fier comme maire de Montpellier que Monde Nouveau se tienne ici depuis 3 ans. Et merci, chère Marie-France. Très fier parce que ici, on débat des enjeux. Enfin, les 2 prises de parole, une venant d'Ouganda est une force. Et voilà, je suis heureux que ici à Montpellier, mais que nous soyons la caisse de résonance. Que ici, on y montre les solutions, que notre démocratie soit au rendez-vous de ce débat qui est absolument essentiel, qui est de réussir la transition écologique et solidaire. Le deuxième point, c'est, oui, c'est vrai, à Montpellier, il y a des chantiers partout. Oui, c'est dur, mais ils disent l'engagement de tout un territoire pour changer. Changer en donnant une alternative à l'automobile qui est responsable, ça a été dit, de nos émissions de CO2. Donc c'est des lignes de tramway que nous construisons. Et c'est dur. C'est dur, ça coûte cher, c'est dur parce que y a des gens qui veulent pas, parce qu'il y a toujours des contentieux, parce que, monsieur le préfet, parce que... je l'interrogerai tout à l'heure, évidemment. Mais quand nous dressons un pont sur l'autoroute et qu'on amène le tramway à la gare, eh bien c'est tous les gens qui demain pourront bénéficier du futur projet de passe-rail. C'est une part très active pour le vélo. Le rapport du GIEC dit explicitement que... Voilà. Et là, c'est 45 000 vélos acquis avec l'aide de la métropole et de plus en plus sûrs. C'est, chère Sophie Béjean, nous étions ensemble le jour de la rentrée devant un parvis des écoliers pour que les enfants réapprennent à aller à pied à l'école. Réapprennent à aller à pied à l'école. Parce que 40% des déplacements étaient inférieurs à des kilomètres, se faisaient en voiture et nous en perdions le sens de notre propre santé. Je me tourne vers Marc Ichou. Et puis, agir en n'hésitant pas à renverser la table. Moi, je le dis, on peut pas le faire partout parce que sinon, voilà, mais quand même. Et nous, on a fait un choix ici où tout le monde nous dit, vous êtes fous. Bah oui, oui, moi j'assume. On fait la gratuité de transport. On l'a fait pour tous les habitants de la métropole. On l'a fait parce qu'on dit qu'il y a des gens qui ont des problèmes d'argent. C'est vrai, c'est dur. Et on veut les embarquer dans l'aventure de la transition. Et on leur dit, si vous utilisez une mobilité qui n'émet pas de CO2, c'est facile. Et donc, on agit. Tout comme, pas loin d'ici, il y a une chaufferie bois. Et puis, pas très loin d'ici, il y en a une autre qui, là, a transformé la consommation d'énergie qui était auparavant du gaz en bois d'Occitanie. Et donc, ici, nous cherchons à utiliser
les savoir-faire des industriels pour que les eaux grises produisent de l'énergie. Ici, j'ai envie de le dire, les fonds privés que Total est en train d'investir pour faire ce truc de 1400 km qui est un écocide, cet argent privé de ce groupe français, ce capital, mais moi, il n'y a pas de problème. Hein. J'ouvre la métropole. J'ai toutes les 5e façades à passer en toit solaire. Il y a un cadastre, tout est prêt. Et oui, on a besoin d'investisseurs privés pour faire la transition. Il y a d'ailleurs des opérateurs locaux remarquables comme EDF Renouvelables, comme Urba Solar, etc. Et donc, il faut créer ce champ des possibles parce que nous devons clairement changer de paradigme. Alors, ça ne se fait pas d'un coup de baguette magique. J'ai bien aimé, chère Agnès, ta définition de pacte, au sens de contrat. Nous avons fait le choix de dire que nous assumons la transition solidaire et écologique. Passer d'un état A vers un état B. Un état A où nous pensons que tout peut être carbone et qu'on peut faire comme avant, à un état B où la sobriété en carbone est notre, en émission de CO2, est notre chemin. Et donc c'est ça, agir. Alors, il y a encore plein de choses à investir, mais il faut montrer un chemin qui est un chemin volontaire qui embarque la population. Et chaque fois qu'on qu'on donne une possibilité à quelqu'un de se chauffer différemment en utilisant les énergies renouvelables, de se déplacer différemment en n'usant pas d'émissions de CO2, eh bien, collectivement, nous progressons. Un mot pour la jeunesse. Évidemment, c'est aussi l'une de vos priorités, comme l'ensemble des collectivités dans cette région. Mais il y a un message à passer ce soir que vous avez envie de passer à cette jeunesse qui, vous le voyez, à Montpellier, se mobilise fortement pour le climat. Elle a une forme quasi insurrectionnelle. Elle utilise parfois même des chemins de prise de parole dans lesquels, je vais le dire, je ne me retrouve pas forcément. Mais elle est l'avenir. Et si l'avenir, il est sombre, il faut se battre pour le rendre radieux. Et donc, je veux lui dire ici que plus elle vient débattre, plus elle vient trouver des solutions, plus on voit, elle retrousse ses manches, mieux nous nous portons collectivement. Son interpellation, en plus quand elle est dans un français excellent, est faite de références culturelles. Voilà, c'est un prof qui parle, c'est pour ça aussi. Mais c'est important, parce que ça nous entraîne, ça nous élève. Et donc, évidemment, on doit être au rendez-vous. Et en fait, le mouvement que nous portons ici à Montpellier, collectivement, dans une ville jeune, dans une ville universitaire, qui est la métropole la plus jeune de France, c'est d'essayer d'être inspirant. Moi, je fais un rêve. C'est que les jeunes d'ici, quand ils croisent leurs cousins ou leurs copains, ils chambrent un peu. J'utilise un vocabulaire peu soutenu, pardon. Ils taquinent et ils disent « Mais il faudrait ici faire comme à Montpellier, rendre les transports en commun gratuits, ne pas hésiter à prendre de la place à la voiture pour le vélo, faire des parvis aux écoliers, avoir un plan 50 000 arbres. Il y en aura 8 sur la Comédie parce qu'il y en aura 50 000 dans toute la ville. » Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'on a de quoi être inquiet. C'est clair. Quand on écoute le secrétaire général des Nations Unies, quand on lit les journaux, quand on écoute la télé, des fois on a envie d'éteindre et de refermer et de rester dans sa zone de confort. Mais nous, en tout cas moi, comme maire, je veux agir pour donner de l'espoir, pour montrer qu'il y a des chemins de possibles, pour que les formes parfois insurrectionnelles qui sont quasi insurrectionnelles qui sont utilisées, elles soient remises dans une perspective démocratique et qu'on se saisisse de la démocratie au sens représentatif, participatif, d'engagement pour dire on peut y arriver, on peut y arriver. Ce mouvement-là, il est à portée de main. Et on le voit d'ailleurs, parce que ce que nous pensions il y a 10 ou 15 ans, toutes nos certitudes, grâce à la science, grâce à la société civile, aujourd'hui elles ont été ébranlées, remises en cause, et nous faisons radicalement différent. Nous ne faisons plus des quartiers comme avant. Et donc ça veut bien dire que les choses changent. La question est, à quelle vitesse et combien sommes-nous? Eh bien moi je souhaite, ici grâce au Monde Nouveau, cette très belle caisse de résonance, c'est-à-dire qui fait écho, où on entend l'Ouganda, on entend ici ce qui se fait à Montpellier, dans le département en Occitanie, eh bien voilà, ça puisse convaincre, embarquer, et
Oui, si on a de quoi déprimer quand on regarde la Chine et les États-Unis, on peut aussi dire en Chine ou aux États-Unis qu'il y a des petits coins de terre où on essaye de prendre en compte le destin de la Grande Terre. Une dernière question. Vous défendez la culture, vous aussi, À fond. comme nous, à fond, je le sais bien, et la candidature de Montpellier comme capitale européenne de la culture en 2028, nous y croyons évidemment fortement. Et comment la culture jouera un rôle prépondérant dans la transition écologique? Voilà un exemple. S'il y a bien un sujet où la transition écologique est pas très investie, c'est le monde de la culture. Les artistes en parlent, mais la façon dont la culture, les théâtres fonctionnent, les opéras, les musées, sont encore très loin. Ils n'ont pas fait le même bouger que beaucoup d'autres d'entre nous. Eh bien, nous avons dit dans le dossier de Montpellier que nous allons être une candidature exemplaire sur la décarbonation. Nous sommes pour ça accompagnés par EDF Renouvelables. Nous allons questionner les modalités de comment va-t-on au spectacle, de comment se pense la circulation des artistes. Nous en avons fait une conviction dans le dossier que nous défendons. Et puis il faut aussi, et là ça compte, aller convoquer l'imaginaire des artistes pour qu'ils nous disent aussi quel futur, comme alerte, mais comme espoir. Donc ce sera un enjeu essentiel. Et puis, nous allons travailler, parce que Montpellier c'est un carrefour, carrefour des idées, carrefour des générations, carrefour des rencontres à toutes les échelles. Il suffit d'être dans les rues de notre ville en ce moment où nous accueillons les étudiants du monde entier. Mais nous voulons être aussi un carrefour entre l'Europe et l'Afrique. Parce que nous ne pouvons pas penser ces questions-là de culture, mais d'enjeux écologiques, sans un dialogue fécond avec le continent africain. Parce que le continent africain, si c'est l'origine de l'humanité, c'est en grande partie aussi l'avenir de l'humanité. Et notre candidature, elle s'inscrit dans ce dialogue. Et quand vous discutez avec les artistes africains, comme Salia Sanou, comme Barthélemy Togo, comme Fatoumata, la photographe, il y a une intelligence de propos sur comment nous pouvons faire plus sobre et faire mieux. Merci. Ce sera notre rencontre en 2028 et avant. Merci à vous. Merci beaucoup, Michael Delafosse, maire de Montpellier, président de Montpellier Méditerranée Métropole. Je vais accueillir à présent Pierre-André Durand, préfet de la région Occitanie, que nous applaudissons. Pierre-André Durand. Bonsoir, monsieur le préfet. Bonsoir. Ravi de vous accueillir à cette édition, cette 4e édition du Monde Nouveau. Alors, c'est votre première édition, hein, oui, puisque absolument. vous êtes arrivé en Occitanie il y a quelques mois. Et je crois que vous avez assez vite compris toute la mobilisation des acteurs de ce territoire pour l'environnement, pour la planète et pour leur territoire. Oui, bien sûr, à la fois. Alors, c'est l'occasion pour moi de saluer Madame la Présidente et l'ensemble des élus ici présents, et puis les universitaires, les scientifiques, et vous toutes et tous qui assistez à ce forum. Et évidemment, c'est un territoire qui est mobilisé sur cette thématique. Et je dirais plus largement, vous évoquiez, les précédents orateurs y faisaient allusion, un peu une prise de conscience. Comment ne pas être conscient de ce qui se passe quand on a vécu, par exemple, l'été qui est en phase de s'achever, qui ne s'est d'ailleurs toujours pas achevé, enfin en tout cas s'agissant des températures. Et je crois que de ce point de vue, s'installe quand même chez nos concitoyens une véritable prise de conscience. Alors, s'agissant de l'État, à l'échelle de la nation, il faut évidemment organiser cette prise en compte et arriver donc à mener des actions. C'est ce qui a conduit le gouvernement à mettre en place un plan d'action qui a été annoncé par la Première ministre Madame Borne en août 2022. Donc nous sommes dans ce cadre-là, avec 5 grands enjeux que je me permets de rappeler, c'est très court: l'atténuation du réchauffement climatique, l'adaptation aux conséquences inévitables du réchauffement, la préservation et la restauration de la biodiversité, la préservation des ressources, et enfin la réduction des pollutions qui impactent la santé. Donc ces 5 grands défis, c'est ce qui structure et ce qui va continuer de motiver l'action gouvernementale dans les mois qui viennent. Alors, je pourrais prendre une illustration, hein, c'est par exemple l'eau, je le dis, puisque nous sommes dans une région
qui souffrent beaucoup à cet égard. Donc le président de la République a souhaité, je dirais, plus renforcer cette prise de conscience, cette intervention avec un plan eau qui a été annoncé le 30 mars dernier. Et en Occitanie, je suis déjà, en tant que préfet coordonnateur de bassin, déjà investi sur ce champ. Sur l'eau, je rappelle que nous sommes organisés non pas par limite administrative, mais par bassin. Donc il y a 6 grands bassins à l'échelle nationale. La région Occitanie est concernée par le bassin Adour-Garonne. Donc je suis préfet coordonnateur du bassin Adour-Garonne, donc 26 départements qui englobent notamment la Nouvelle-Aquitaine. Et puis il y a pour nos départements méditerranéens le bassin Rhône-Méditerranée, et c'est à ces échelles que l'eau est gérée. Alors l'eau, c'est un bon exemple parce que ça renvoie à l'usage de l'eau, à l'économie de la ressource que nous devons avoir. Ça implique le monde agricole, le monde industriel, les collectivités locales, les citoyens, etc. Et puis aussi, comment mieux organiser l'accès à la ressource, les interconnexions de réseau, les réserves qui sont aussi à constituer. Bref, des investissements assez lourds que nous déployons. On voit bien qu'il y a quelques années de ça, c'était pas un sujet. Aujourd'hui, ça devient pour un représentant de l'État, pour les fonctionnaires de l'État, pour les services de l'État, un dossier absolument majeur qui nous mobilise pour arriver évidemment à faire face à cet état de fait si difficile. Et enfin, oui, j'en termine par là, la nécessité aussi un petit peu de changer nos modes de vie. On commence à prendre conscience de ce qu'est le réchauffement par les températures que nous subissons, mais changer nos modes de vie, c'est un peu différent. Bon, quand on connaît le tempérament français, n'est-ce pas, riche de contradictions, mais c'est ce qui fait notre charme, eh bien, ça va être assez difficile, d'où ces besoins aussi de pédagogie. Je salue Madame la rectrice pour accompagner nos concitoyens vers cette évolution indispensable. Alors vous l'avez dit, il y a des ambitions très, très claires qui sont portées sur chacun des territoires, avec les acteurs du territoire, les collectivités notamment. Pourriez-vous nous citer 2-3 actions pour 2024, par exemple, qui seront concrètes et qui parleront à l'ensemble des citoyens? Alors, nous allons continuer les travaux sur l'eau, j'y ai fait allusion. Nous travaillons aussi dans la perspective de l'atteinte à la neutralité carbone qui est fixée, vous le savez, à 2050, au soutien des énergies renouvelables. Alors, les énergies renouvelables, je fais une parenthèse, c'est illustratif des contradictions françaises. On est tous d'accord, on est tous pour, c'est nécessaire, etc. Mais les éoliennes, parfois même les panneaux solaires, je ne parle pas des méthaniseurs, il y a souvent des débats et des discussions où les implanter. Alors, moi, j'ai reçu une feuille de route à cet égard pour soutenir le développement des énergies renouvelables avec des objectifs chiffrés par filière sur l'éolien, sur le photovoltaïque, sur la géothermie, etc. Et donc, on doit multiplier quand même de 3 à 5 le nombre de projets dans notre région d'ici 2030. Donc, c'est dire que nous allons devoir être particulièrement actifs. Je rappelle que le secours du nucléaire n'interviendra qu'à partir de 2035-2037. Et de toute façon, tout ne peut pas reposer sur le nucléaire. Ça n'est d'ailleurs pas le souhait du gouvernement, mais c'est bien l'idée d'un mix énergétique sur lequel nous travaillons. Et puis enfin, pour être toujours très, très illustratif et concret, et parce que nous sommes dans un département littoral, le développement de l'éolien en mer. Le développement de l'éolien en mer, nous avons des objectifs de puissance de entre 4 et 7,5 gigawatts d'ici 2050. Il y aura prochainement un débat public de façade qui sera organisé avec la Commission nationale du débat public d'ici la fin de l'année. Donc les citoyens auront l'occasion de partager ce projet et de participer finalement à son implantation. On pourrait aussi citer tout ce qui se fait en matière d'hydrogène avec nombre d'initiatives. Et pour favoriser tout ça, les préfets de département ont désigné dans leur administration un référent préfectoral pour aider les opérateurs à, comment dirais-je, dans des réglementations
qui sont parfois assez touffus, à cheminer et à faire en sorte que les projets aboutissent. Alors une dernière question, finalement dans le prolongement de ce que vous venez de dire, la contradiction française. On en appelle à l'État, matin, midi et soir. L'État doit intervenir sur quantité de sujets et à la fois on se plaint des lenteurs de l'État, de l'administration qui n'aiderait pas suffisamment à porter les projets autour de l'environnement. Je ne sais pas si vous allez nous rassurer, mais quelle est la réalité? Alors, d'abord, il faut faire évoluer le cadre juridique, ce qu'a fait le gouvernement avec la loi climat-résilience. Ce qui est en train d'être fait, la discussion est en cours au Parlement avec le projet de loi Industrie verte. Donc nous avons une réglementation qui évolue et qui va permettre d'accélérer la réalisation des projets. Il y a également des financements qui vont être déployés. Bref, il faut se donner les moyens de réaliser évidemment cette transition. Et je crois que les évolutions du cadre juridique sont très importantes. J'ajoute la collaboration qu'il y a avec les collectivités locales. Parce que souvent sur ces thématiques, l'État n'agit pas tout seul. Il agit en collaboration, en relation avec les collectivités locales. Et puis je n'oublie pas les opérateurs de l'État spécialisés. Je pense à l'ADEME, je pense aux agences de l'eau. Voilà. Et donc nous sommes tous mobilisés dans le cadre de la feuille de route gouvernementale. C'est pour ça qu'il me paraissait important de rappeler les 5 thématiques, puisque c'est autour de celles-ci que la nation se met en marche, si je puis dire, pour travailler à cette transition environnementale et sociétale pour l'allusion à notre culture française. Merci Pierre-André Durand, qu'on applaudit s'il vous plaît, préfet de la région Occitanie. Je vais vous inviter à rejoindre votre siège. On va terminer dans quelques instants le coup d'envoi officiel de cette 4e édition en lançant la bande-annonce du documentaire film Pourquoi on se bat, produit et réalisé par Camille Etienne et Solal Moison. Je vous laisse avec cette bande-annonce. Je m'appelle Camille Etienne, je suis activiste pour le climat en France. Depuis des années, les rapports se succèdent. Les scientifiques nous alertent et pourtant, l'action concrète et massive tarde à venir. C'est cette question qui m'obsède. Pourquoi on sait, mais on n'agit pas? Avec mes 2 meilleurs amis, Solal, réalisateur, et Jade, qui est danseuse, nous partons de filmer la fonte des glaces, direction l'Islande. Aujourd'hui, on n'a plus le choix. L'urgence, elle est telle qu'il faut vraiment qu'on mouille la chemise et qu'on explique à tout le monde ce qui est en train de se passer. Pourquoi on se bat, un documentaire à retrouver demain soir, ici même, à 19h30, avec Solal, qui sera avec nous et qui répondra évidemment à l'ensemble des questions. Je voulais vous remercier d'avoir suivi ce coup d'envoi et vous inviter évidemment à participer activement à ces 2 journées, demain, vendredi et samedi du Monde Nouveau. Je l'écrivais il y a encore quelques jours, le programme est extrêmement riche, très varié, très intéressant avec beaucoup de rendez-vous. Donc pour ceux qui nous écoutent et qui sont en direct, et je le sais très nombreux, venez au Monde Nouveau, à Planète Océan, à Montpellier, parce que vous avez raison Mickaël Delafosse, il faut donner l'exemple et on le fait aujourd'hui, ce soir. Restez avec nous pour la visite de Planète Océan et pour un cocktail qui nous attend tout à l'heure. Merci beaucoup. Bonne soirée.